À la veille du sommet du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron souhaite plus que jamais se placer au centre des décideurs mondiaux. Après des années de diplomatie française à l'abandon, la reconquête d'une indépendance n'a rien d'une équation facile. Les urgences vont craquer alors qu'un mouvement de grève d'importance touche le secteur hospitalier. Le système d'urgence français paraît à bout de souffle. En 20 ans, la fréquentation de ces services a doublé. Massivement fréquenté par les vacanciers, le patrimoine naturel de l'île de Beauté est rudement mis à l'épreuve par le tourisme. Dans la réserve naturelle de Scandola, la surfréquentation met directement en péril la faune et la flore aquatique. Madame, Monsieur, bonsoir. Macron se taille un costume de diplomate à la veille du sommet du G7 de Biarritz. Le président français fait tout pour se placer au centre du jeu international. Après la Russie et la Grande-Bretagne, Emmanuel Macron se frotte à présent au Brésil. Une volonté de prendre la main sur les sujets d'actualité brûlants qui n'est pas encore réussie. Visite de Vladimir Poutine, rencontre avec Boris Johnson, déclaration sur Jair Bolsonaro. Pas de doute, Emmanuel Macron se rêve déjà en homme fort du G7. À la veille du sommet organisé à Biarritz, le président français profite de jouer à domicile pour s'ériger une véritable place de maître des lieux. Comme souvent, la deuxième partie du quinquennat sera résolument tournée vers l'extérieur et le président endossera le premier rôle. En témoigne l'absence du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Après des années Fabius particulièrement calamiteuses d'un point de vue diplomatique, reconquérir le terrain n'est pas une mince affaire pour la France. La majorité des crises qui seront évoquées lors du G7 ont explosé pendant le quinquennat Hollande. Crise ukrainienne, accord sur le nucléaire iranien et guerre en Syrie, tous les dossiers chauds étaient déjà lancés à l'arrivée d'Emmanuel Macron. La plupart avaient pour conséquence d'engendrer des tensions avec la Russie, des tensions partagées par l'Union européenne en général vis-à-vis de Moscou. La rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au fort de Brégançon était donc d'une importance capitale. Perçue comme un prémisse du G7, d'où la Russie est exclue depuis 2014, la visite a permis au président français d'adopter une volonté de rapprochement et de pacification entre les deux nations historiquement alliées. Il faut dire que la situation d'aujourd'hui est une absurdité stratégique, selon les mots d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Le diplomate se lamente même de constater que les relations entre Paris et Moscou sont aujourd'hui plus mauvaises que lors des 3 dernières années de l'URSS, une prouesse particulièrement contre-productive pour notre pays. Traditionnellement perçue comme une nation libre, la France a perdu de son indépendance jusqu'à être vue comme vassale des États-Unis à plusieurs reprises. Une image que Charles de Gaulle, derrière lequel Emmanuel Macron semble souvent courir, aurait exécrée. Dans son ambition de retour à la realpolitik, le président français s'adonne à l'ubiquité quand le général de Gaulle pratiquait quant à lui la chaise vide, à la manière de Vladimir Poutine qui se rit de son absence au G7. Dans ces comparaisons, la volonté d'omniprésence d'Emmanuel Macron trahit sans doute un peu le statut d'une France désormais considérée comme une puissance de moyenne impuissance. Faute d'être leader, la France devra se contenter d'un rôle de médiateur. En ce sens, le président plaide peu à peu pour un retour de la Russie à la table du G8 et pour une révision des sanctions consécutives à la crise ukrainienne. Une réunion doit d'ailleurs avoir lieu dans les semaines à venir entre la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Une Allemagne dont la tête affaiblie facilite aussi la remontée diplomatique d'Emmanuel Macron. Pour autant, la rencontre avec Boris Johnson montre aussi les limites. En effet, la fin de non-recevoir du président français quant à de possibles amendements sur l'accord du Brexit résonne comme une consigne de la Commission. Reste donc à savoir comment l'européiste forcené pourra concilier sa volonté de retour à la realpolitik et à l'indépendance française avec le diktat de la bureaucratie bruxelloise. Les urgences au bord de l'implosion. Un mouvement de grève s'étend dangereusement dans le secteur hospitalier. En cause, les urgences ont vu leur fréquentation exploser ces dernières décennies. Manque de moyens, comportements inadaptés. Les raisons de ce bouleversement sont nombreuses. Les solutions pour faire face à l'engorgement, elles, le sont moins. Olivier Frère-Jacques. 217 services d'urgence touchés par la grève dans toute la France, soit dans près d'un tiers du secteur. Le mouvement, entamé en mars, s'amplifie et une réponse politique se fait sérieusement attendre. Mi-juin, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait bien annoncé le déblocage de 70 millions d'euros pour financer des indemnités aux personnels non médicaux des urgences. Mais ce genre de petits coups de pouce en forme de mesurettes ne permettent pas de résoudre les problèmes de fond que connaissent les services d'urgence. Régulièrement évoquée depuis plusieurs mois, la crise du secteur hospitalier des urgences est plus que jamais un problème de santé publique.
Avec une fréquentation multipliée par 2 en 2 décennies entre 1996 et 2016, les services d'urgence connaissent une croissance de fréquentation de plus 3,5% annuelle. Une croissance qui ne va pas de pair avec une augmentation des budgets. Pour l'exercice 2016, 21 millions de passages ont été recensés dans les 719 structures publiques ou privées d'urgence. Ces chiffres, tirés d'un rapport du ministère de la Santé daté de juin 2018, ont de quoi inquiéter. Les raisons de cette augmentation sont, elles, multiples. Parmi celles-ci sont souvent évoqués les patients qui se tournent vers les urgences alors qu'ils n'en auraient en réalité pas besoin. Souvent pointé du doigt, ce profil de patient s'explique aussi par les difficultés que connaît la médecine de ville avec des horaires pas adaptés et de longues files d'attente chez les généralistes qui découragent et poussent souvent les plus inquiets vers les services d'urgence. Autre facteur, et pas des moindres, l'appauvrissement d'une partie significative de la population. Le recours aux urgences donne l'impression de la gratuité, faute de facturation sur place, un élément pas négligeable pour de nombreux patients. Précarité de la population, mais aussi vieillissement, des facteurs qui, lorsqu'ils sont cumulés, entraînent inévitablement une explosion des risques de maladies, voire d'accidents, et indirectement donc la fréquentation des urgences. À ces facteurs, d'aucuns ajouteront la montée de l'individualisme, la présence de nouvelles technologies, dont la médecine à distance qui peine décidément à remplacer l'humain, ou encore, et peut-être surtout, l'incompétence politique face aux évolutions du monde médical, de son offre et surtout de la demande. Ce dernier facteur s'appliquant au ministre En Marche Buzyn évidemment, mais aussi à ses prédécesseurs en poste au ministère de la Santé. Car si le personnel politique ne s'active pas pour trouver des solutions, le personnel de santé finit, lui, par trancher dans le vif. Certains quittent tout bonnement les urgences pour d'autres services, quand d'autres personnels se mettent régulièrement en arrêt maladie. Un autre phénomène émerge également, celui de l'intérim. Ainsi, le personnel ne voulant plus se lier à un service pour des raisons évidentes de pénibilité, préfère se mettre à disposition via le travail intérimaire, parfois dans un établissement dans lequel le personnel a déjà travaillé comme titulaire. Une manière de pouvoir choisir ses horaires avec un statut qui permet de compenser l'absence de CDI avec la fameuse prime de précarité. Des méthodes de travail alternatives qui, en se généralisant, pourraient détruire un peu plus l'édifice médical français en général et les services des urgences en particulier. Alerte patrimoine en danger. La Corse, destination de rêve pour de nombreux vacanciers, est victime de son succès. Au nord-est de l'île de Beauté, la réserve naturelle de Scandola est ainsi mise à rude épreuve pour la surfréquentation touristique. Le tourisme comme moteur de l'économie locale, une réalité économique certes, mais aussi un danger réel pour la préservation du patrimoine naturel. Ainsi, en Corse, la faune et la flore aquatiques sont directement exposées au phénomène de surfréquentation lié à l'activité touristique. C'est le cas dans la réserve naturelle de Scandola au nord-ouest de l'île de Beauté. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet espace de 1669 hectares voit arriver chaque été de plus en plus de touristes. Et pour cause, ce lieu magnifique a de quoi attirer les curieux. Ces montagnes, ces falaises avec l'eau tout autour, c'est vraiment très joli. Et puis à l'état naturel, sauvage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir de tels paysages ailleurs. Une beauté que l'on a du mal à voir ailleurs et que l'on risque de ne plus voir nulle part si une régulation stricte du flux touristique n'est pas mise en place. Pour Charles-François Boudouresque, biologiste et phycologue spécialiste de la posidonie de Méditerranée et membre notamment du conseil scientifique de la réserve de Scandola, cette surfréquentation met en péril la faune et la flore aquatique des lieux. Cette protection, cette richesse, cette beauté, c'est magique, Scandola, ont fait que la fréquentation touristique a énormément augmenté par rapport à ce qu'elle était lors de sa création et que maintenant, eh bien, il y a des menaces qui sont apparues, d'une part sur les balbuzards, d'autre part sur un poisson emblématique de Méditerranée qui est le corbe, et enfin sur l'herbier de Posidonie. Ce sont des voyants rouges qui s'allument. Des voyants rouges qui s'allument et des comportements touristiques qui mettent directement en danger le patrimoine naturel corse. On voit encore des gens qui grimpent sur les roches, qui mouillent dans les failles alors qu'il n'y a pas le droit. Je veux dire, c'est dommage, quoi. On y va tous les jours, donc on aimerait bien que ça ne change pas et que tout le monde prenne conscience que la surfréquentation, ça peut abîmer le site, quoi. C'est dommage parce que c'est ce qui nous permet de travailler et de vivre aussi. Donc,
Un équilibre à trouver entre activité économique touristique et préservation de l'espace naturel exceptionnel de la réserve de Scandola. C'est le défi qui attend la Corse pour préserver ce joyau. Plus généralement, ce cas d'école de l'île de Beauté rappelle les dangers que représente le tourisme de masse pour les écosystèmes et le patrimoine historique dans toutes ses déclinaisons. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Janin. L'affaire Epstein aura bel et bien son volet français. Le parquet de Paris a annoncé ouvrir une enquête sur d'éventuelles infractions commises en France, mais aussi sur des victimes françaises. Une décision qui donnera finalement raison à Marlène Schiappa, qui l'avait réclamée. L'enquête préliminaire portera sur les chefs de viol, viol sur mineurs de plus de 15 ans, viol sur mineurs de 15 ans, agression sexuelle et association de malfaiteurs. De quoi peut-être commencer à faire trembler quelques amis du milliardaire américain Jeffrey Epstein, mort en prison dans des conditions étranges il y a quelques jours. Les anti-G7 en ordre de bataille alors que le sommet international commencera dès demain samedi à Biarritz. Des militants de plusieurs associations comme Attac ou la Confédération paysanne se sont réunis pour bloquer une usine de Monsanto, le géant des pesticides, à Peyrehorade, dans les Landes, à une 50aine de kilomètres des lieux de la réunion. Un amas de terre a été déversé à l'entrée et les militants ont ensuite planté des salades et du maïs. Mobilisés en masse, aux abords du G7, les forces de l'ordre n'étaient visiblement pas sur place. La France récupère ses nouvelles chances. Parmi les 356 clandestins à bord de l'Océan Viking, 150 devraient être accueillis en France. Tous seront transférés sur un navire militaire maltais pour débarquer dans la capitale, La Valette. Ils seront ensuite répartis entre 6 pays de l'Union européenne selon un accord qui vient d'être conclu. La France avait déjà annoncé il y a 3 jours qu'elle accueillerait 50 clandestins arrivés à bord de l'Open Arms, un autre bateau prétendument humanitaire. File d'attente pour l'armée marocaine. Le service militaire a en effet beaucoup de succès auprès des jeunes Marocains. Chaque année, parmi de très nombreux candidats, 15 000 conscrits sont sélectionnés. Un désir d'engagement qui n'est pas forcément synonyme de regain du patriotisme. En effet, beaucoup de volontaires voient avant tout en l'armée la possibilité d'échapper à la pauvreté. Objectif Lune pour Fedor. Fedor est le premier robot humanoïde russe envoyé dans l'espace. Il a décollé jeudi dernier à bord d'une fusée Soyouz depuis Baïkonour au Kazakhstan. Il doit rejoindre la station spatiale internationale à la manière de Youri Gagarin, 58 ans plus tôt. Le robot accuse déjà une sacrée cote de popularité. Il a même son propre compte Instagram. Si la mission est un succès, Fedor pourrait bien repousser les limites de l'espace. Baisse historique des taux d'intérêt, directeur de la Fed. La Réserve fédérale américaine annonce une baisse d'1/4 de point de son taux en réponse à l'inflation. Le but est garantir un taux d'emploi maximal, la consommation et l'emprunt auprès de la population et diminuer la dette du pays. Cela faisait 11 ans que ce taux n'avait pas été diminué, une décision jugée trop timide par Donald Trump qui estime que les augmentations successives des années précédentes ont été trop fortes. D'autres argumentent quant à eux que le coup de pouce est déjà trop important dans un pays où l'économie semble en meilleure santé. Les banques, de leur côté, se lamentent de la baisse de rentabilité sur les crédits à venir. Des ONG écartées du G7. Cette année, les ONG n'ont obtenu que 25 accréditations pour Biarritz contre 100 les autres années. Pour protester contre le sommet, des organisations comme Greenpeace, la Ligue pour la protection des oiseaux, le Secours catholique, WWF, etc. ont décidé de boycotter l'événement. Lundi prochain, 30 groupes vont pour leur part présenter un raout mondial, un grand projet pour la mode, une liste de bonnes résolutions écologiques concernant le secteur de la mode. Ce Fashion Pact de l'environnement déclare soutenir une agriculture régénérative et non intensive, se préoccuper du bien-être animal et s'assurer de ne pas participer à la dégradation des forêts. Ils annonceront aussi vouloir atteindre le zéro émission en 2050 et passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Vaste programme.
Insécurité à Barcelone, la capitale catalane administrée par le maire d'extrême gauche Ada Colau est minée par les trafics. Depuis juillet, la ville a connu pas moins de 8 homicides. Des chiffres qui inquiètent au-delà de la péninsule ibérique. En effet, l'ambassade des États-Unis a émis une alerte pour recommander à ses ressortissants de s'éloigner des zones trop populaires et de ne pas résister en cas d'agression. Face à cette recrudescence de la délinquance, les habitants ont décidé d'organiser des patrouilles citoyennes en scandant « Pickpocket, pickpocket, Barcelone est pleine de pickpockets ». Pas sûr que cela suffise. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez le dernier numéro de nos programmes d'été. Vous partirez d'abord à la rencontre du journaliste et historien des idées Alain de Benoît, puis redécouvrirez le meilleur de l'entretien avec Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Et pour finir, la Nouvelle Librairie vous parlera du livre Terminus pour le hussard de Xavier Aimant. Tout de suite, vous avez évidemment rendez-vous avec Christian Combas pour sa chronique de la France de Campagnole. Et quant à nous, c'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. À lundi. Bonsoir. J'ai rencontré lors d'une fête locale en août un quadragénaire qui se fait appeler Marco, que je connaissais assez bien autrefois et qui est visiblement toujours un habitué de ma petite chronique, mais qui m'a fait des reproches en me disant « Mais qu'est-ce que tu as en ce moment ? Tu bafouilles, etc. » Alors j'étais un peu piqué au vif, je lui ai d'abord fait préciser ce qu'il voulait dire par bafouiller, et en fait j'ai bien fait parce qu'il me reprochait en vérité non de bafouiller, mais d'hésiter au milieu des phrases et donc de laisser de temps à autre mon hésitation se traduire par un « e » ou par une syllabe qui traîne. Alors là, j'en profite pour vous répéter ce que je lui ai dit ce jour-là. Je lui ai dit, tu comprends, ça fait 2 ou 3 mois que j'ai retrouvé mon studio de village avec les moyens du bord et non pas ceux professionnels de TVL Télévision. Un petit drap vert acheté à la foire au tissu local. Donc au début, le son était nul, on me l'a fait remarquer, j'ai corrigé le son. Ensuite, j'ai essayé de me passer de prompteur, mais je me perdais dans les digressions. Et puis j'ai lu l'écran d'un ordinateur portable ouvert au fond de la pièce pour un résultat assez médiocre. J'avais l'air de parler à quelqu'un qui venait d'entrer. Et ensuite j'ai monté un prompteur maison avec une caisse en plastique fendue en diagonale, percée d'un trou au fond pour la caméra, et traversée par une plaque de verre de 2 mm, le tout étant posé sur l'écran de l'ordinateur portable, où défilait le texte à l'envers. Alors ça marchait beaucoup mieux, mais le problème c'était l'épaisseur du verre, ça rendait le lettrage flou et donc je clignais des yeux et j'avais du mal à lire, d'où les E qui se multipliaient. Depuis j'ai raffiné le système, j'ai remplacé le verre par une plaque de plastique mince et tout va mieux, enfin j'espère que ça s'entend. Donc à part ça, vous pensez bien que le sujet du jour n'est pas que mon prompteur, mais ce fameux Marco qui fait partie des traumatisés de l'éducation et qui refait en ce moment son retard avec beaucoup de rancœur contre son parcours personnel devant l'instruction. Je ne parle pas de sa famille, hein, je parle de l'école. Il a été maltraité, c'est-à-dire pas traité du tout, par un enseignement à la française au rabais. Et il a quitté le lycée trop tôt, il a fait l'apprenti un peu partout, charcuterie, restauration, agriculture, etc. Il en a beaucoup bavé, mais ce que je voulais vous dire, c'est que son intelligence l'aura sauvé grâce à Internet. Je lui ai envoyé par email une grosse fournée de philosophes dont les œuvres circulent en PDF. Il s'est abonné à 12 chaînes de gens qui décryptent l'actualité, comme je le fais, l'histoire, la politique, et en quelques années, on s'est perdu de vue environ 10 ans, il est devenu ce qu'on appelle un autodidacte et comme dans 98% des cas,
pas un autodidacte de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que lorsqu'on arrache un peu de savoir à la nullité de ses profs, lorsqu'on s'est aperçu que la France est tombée très bas pour avoir élu un François Hollande ou un Macron, eh bien, lorsqu'on prend aussi sur ses heures de sommeil pour lire Spinoza ou Hegel avant d'aller livrer de la charcuterie, on n'a aucune amitié pour les intellectuels qui ne font que leur métier de branleur, je cite, et surtout aucune amitié pour tous ces gens, m'a-t-il encore précisé, qui n'expliquent jamais ce qu'ils disent à la télé, parce que l'une des doléances les plus fréquentes dans la bouche de ce Marco est que les commentateurs se tapent sur la cuisse les uns les autres, sur le plateau de LCI par exemple, pour faire allusion à des choses que la population générale ne comprend pas, mais dans lesquelles ils ont été élevés. Il faudrait donc, selon lui, restaurer le niveau général d'information et de culture générale de la population en lançant sur le service public une chaîne de sauvetage à l'intention de ceux qui n'ont rien appris à l'école dans les années Sarkozy. Et pour cause, rappelons que les propres fils du président Sarkozy se distinguaient en faisant les DJ producteurs de rap, etc., ou les apprentis soldats américains pour l'un d'entre eux, donc pas exactement de quoi inciter la jeunesse de notre pays à retrouver le chemin des préparations scientifiques ou littéraires. J'ai quand même un détail avant de vous quitter, nous avons franchi le cap des 12 000 abonnés, dommage que ce ne soit pas dans la même ville, je me serais présenté au municipal. À bientôt, merci, abonnez-vous.